voilà, moi je parle je vais parler de la figure de Paul Alexandre. Je précise d'emblée que je ne suis pas du tout, contrairement à beaucoup de contributeurs de ces journées, euh, ni un spécialiste de la période, certainement pas. Au Musée des Beaux-Arts de Rouen, je m'occupe des collections anciennes et du cabinet d'art graphique. C'est par le cabinet d'art graphique que je suis arrivé à Modigliani parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, nous conservons une collection importante qui provient précisément de la collection de Paul Alexandre. Euh, le musée s'est institué un petit peu ces dernières décennies comme un mémorial, si on veut, de cette figure extrêmement intéressante et originale de compagnon, de témoin, de mécène de Modigliani, qui est une figure qui tranche avec les autres personnalités dont il sera question aujourd'hui, enfin dont il a déjà été question pour partie, parce que c'est quelqu'un qui a un profil très atypique. Ça n'est pas un marchand, évidemment. C'était un jeune médecin qui a 26 ans quand il rencontre Modigliani à la fin de l'année 1907. C'est pas non plus quelqu'un qui est engagé dans une démarche de collectionnisme. C'est véritablement euh, un, c'est très profondément un ami, enfin au premier chef, disons un ami de Modigliani, une personnalité qui est séduite par le caractère de ce jeune artiste. Vous avez ici sous les yeux les deux peintures de Modigliani qui sont entrées au musée de Rouen, qui sont donc avec 37 dessins, ce que nous conservons de la collection de Paul Alexandre, qui est un tout petit fragment d'une collection immense, enfin immense, considérable si on pense que elle a été constituée par quelqu'un qui n'était pas particulièrement porté à l'origine vers le collectionnisme et qui n'était pas non plus marchand, qui n'avait absolument aucun intérêt spéculatif dans la réunion de ses œuvres. Euh, le, Paul Alexandre est le fils du personnage qu'on voit à gauche, donc Jean-Baptiste Alexandre, qui était un pharmacien prospère, personnalité sans doute assez sévère, si on en juge en tout cas d'après le portrait qu'on voit ici. Et Paul Alexandre, lui, est un jeune médecin passionné d'art, qui loue à la ville de Paris une maison promise à la démolition à proximité de la petite clinique qu'il a au 62 de la rue Pigalle. Il a la spécialité de dermatologue, mais il joue un peu un rôle de médecin de quartier à l'époque. Et il organise cette, cette location, en fait, pour pouvoir y recevoir ses amis artistes. Il est passionné de peinture, de dessin, et il va y recevoir un petit cercle qui compte notamment les peintres Henri Doucet, Le Fauconnier, Albert Glaise, et qui compte également tout un petit milieu de sculpteurs, notamment, notamment Maurice Drouart, voilà, Maurice Drouart, Emmanuel Santor, Coutillier, Constantin Brancusi. Et c'est dans ce contexte que Modigliani surgit à la fin de l'année 1907, amené par Henri Doucet. Il est alors expulsé de son petit atelier qu'il occupait place Jean-Baptiste Clément et il fait une première visite au Delta où il marque très très profondément Paul Alexandre. Alors, Modigliani n'y vivra jamais dans cette maison. D'autres artistes y habiteront, Loire et Le Fauconnier notamment. Modigliani n'a fait qu'y passer. On a plusieurs images de l'intérieur, mais ça j'y reviendrai peut-être un petit peu plus loin. Voilà. En tout cas, la particularité de la figure de Paul Alexandre, c'est il a d'emblée une relation personnelle extrêmement intense avec Modigliani, euh, complètement désintéressé, mais en même temps complètement fasciné, et il recueille très très vite des œuvres de Modigliani qui, à l'époque, alors pas du tout la même situation que celle dont il était question dans l'intervention précédente, parce qu'en fait, Modigliani, à cette époque-là, en 1907, à la fin de l'année 1907, il est arrivé à Paris l'année d'avant, euh, est absolument totalement isolé, n'est pas encore
tout intégré dans un réseau de marchands et de collectionneurs. Et en fait, il est dans une espèce de phase d'assimilation visuelle et de création qui est complètement, enfin, qui se vit dans un isolement absolument total. Donc, Paul Alexandre le voit arriver au Delta avec quelques tableaux, notamment La Juive, on verra un petit peu plus loin, et assez vite, Paul Alexandre, pour lui permettre tout simplement de survivre, parce qu'il est dans une grande détresse matérielle, va recueillir ses peintures, recueillir aussi ses dessins, et c'est tout ce fond extraordinaire. Alors les peintures, il ne les conservera pas toutes. Paul Alexandre, il a 26 ans en 1907 et il mourra en 1968. Donc, c'est une figure qui a survécu très longtemps à Modigliani. Et il va, après la guerre, alors d'abord, il y a une chose importante, c'est que la relation entre Paul Alexandre et Modigliani, elle est à la fois extrêmement intense, elle est extrêmement intense d'après son témoignage entre 1907 et 1912. Après, les relations se distendent un peu, mais on a plusieurs témoignages de Paul Alexandre qui indiquent dans des correspondances avec différentes personnes qui lui réclament des informations sur sa relation avec Modigliani ou qui donnent spontanément. Il explique que il se voit quasiment quotidiennement entre 1907 et 1912. Après 1912, les relations se distendent un peu, mais sans du tout s'interrompre et restant toujours très chaleureuses et amicales. Mais Modigliani commence à nouer d'autres contacts qui sans doute font que cette espèce de dialogue avec Paul Alexandre est un tout petit peu moins nécessaire ou n'a pas besoin de connaître la même périodicité, si vous voulez. Et les relations s'interrompent très brusquement en août 1914, quand Paul Alexandre est mobilisé. Paul Alexandre fera toute la guerre en première ligne. Il sera blessé à plusieurs reprises. Il rentre à Paris démobilisé pour se fiancer et il ne revoit pas Modigliani après la guerre. Donc il y a vraiment un lien qui se casse en août 1914, mais qui n'interrompt absolument pas l'admiration extraordinaire qu'Alexandre, enfin l'admiration qu'Alexandre a pour Modigliani, et qui va le conduire d'une façon qu'on n'a peut-être pas, enfin sur laquelle on s'est peut-être pas suffisamment attaché du point de vue de l'histoire de l'art. Il va véritablement s'imaginer à un moment donné biographe de Modigliani. En 1924, il prend contact avec la famille de l'artiste, notamment avec son frère avocat, qui le renvoie vers la mère, Eugénie Garcin, mère de Modigliani, et le contact se fait avec elle par le truchement de Margherita, sa sœur. Et donc, Paul Alexandre commence à recueillir quantité d'informations sur la jeunesse et l'enfance de Modigliani, avec le projet véritablement d'écrire un livre. Et ce projet n'aboutira pas, probablement parce que Paul Alexandre commence à être un peu gêné par toute la légende qui se développe à partir de cette époque-là, enfin qui a déjà commencé à se développer très peu de temps après la mort de l'artiste. Et il y a une espèce de décalage entre la connaissance que Paul Alexandre a de Modigliani, cette connaissance intime, qui est en même temps une connaissance partielle, puisqu'elle ne concerne qu'une partie assez spéciale finalement de l'activité de Modigliani, qui est celle de ses premières années parisiennes. Et il y a probablement une espèce de découragement devant la masse d'informations approximatives qui se construit à cette époque-là, cette espèce de construction biographique un peu légendaire qui se met en place à cette époque-là. Et Paul Alexandre a aussi le sentiment que du point de vue que très profondément, toute cette description du Modigliani alcoolique, autodestructeur, se consumant
follement, est en contradiction avec son expérience. Alors là, on a quelque chose qui est très fondamental dans sa posture, si vous voulez, par rapport à Modigliani, et qui fera qu'il va se refermer un petit peu à l'égard du milieu des marchands qui s'intéressent à Modigliani. Et on a pas mal d'échanges de correspondances qui ont été en partie recueillis d'ailleurs par le musée de Rouen. Je n'ai pas précisé ça, mais on a recueilli en fait une bonne partie des notes et du matériel photographique, hein, qui est pas le matériel, qui ne sont pas les tirages originaux, mais du matériel photographique qui a servi à l'édition euh, de l'ouvrage de fils de Paul, Noël Alexandre, en 1993. On voit bien que Paul Alexandre répond, correspond avec les marchands et les historiens d'art qui travaillent sur Modigliani, mais en restant véritablement sur la réserve. Et en fait, toute sa collection et tout le matériel documentaire qu'il amasse, qu'il a amassé jusque dans les années 50 avec le projet de réaliser une biographie de Modigliani et un ouvrage qu'il voulait très richement illustrer, on le sait, en particulier quand il échange en 1954 des lettres avec Giovanni Chaiviller. La collection, enfin tout ce matériel reste en quelque sorte secret. Et là, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Les choses, toute la collection surgit en. Alors attendez, excusez-moi, j'ai pas, j'ai pas le bon écran sous les yeux, donc je veux bien que vous reveniez 2 images en avant, 2 images en arrière, pardonnez-moi, pour montrer le livre de Modigliani inconnu, qui est qui surgit en 1993, rédigé par Noël Alexandre, le fils de Paul, et qui va tout d'un coup faire apparaître des centaines de dessins complètement inédits de Modigliani, et puis un très très grand nombre de documents originaux, de correspondances entre Paul Alexandre, son frère Paul et Modigliani, des correspondances échangées également avec Brancusi. Et le livre apporte énormément d'éléments biographiques et documentaires complètement nouveaux. Il apporte aussi un témoignage très très fin de Paul Alexandre sur la personnalité de Modigliani, sur la personnalité qui manifestement le fascine. Voilà, bon, je ne reviens pas sur ces choses-là parce qu'elles sont assez connues, mais Paul Alexandre est extrêmement, insiste énormément sur d'abord la culture de Modigliani, sa culture littéraire, le sérieux avec lequel il s'engage dans sa vocation d'artiste, hein, et la lutte pour la reconnaissance en quelque sorte. Il a des jugements extrêmement fins, notamment sur le Modigliani portraitiste, en insistant énormément sur euh, le caractère, enfin, l'intérêt très très profond de Modigliani pour la vérité intime du modèle. Et il a une phrase, je vous la cite de mémoire, enfin, il explique qu'on a souvent comparé les premiers Modigliani à des œuvres, à des Gauguin, parce qu'il y a, voilà, on a vu ce matin avec l'intervention de Thierry Dufresne, Gauguin est un artiste que Modigliani a beaucoup regardé. On sait d'ailleurs qu'il l'a regardé avec Paul Alexandre, on le sait par Paul Alexandre, mais Paul Alexandre relève très justement qu'il y a chez Modigliani un intérêt pour la vérité intime de l'être, qui est quelque chose de très particulier à l'artiste et qui n'existait pas chez Gauguin. Alors, vous voyez là une œuvre qui est arrivée après la publication du Modigliani inconnu, qui est un peu la seule œuvre de la collection Alexandre qui n'a pas été, qui était à l'époque dans la famille encore et qui ne l'est plus aujourd'hui. Paul Alexandre aura toujours une attitude très 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 scrupuleuse à l'égard de Modigliani, à l'égard des héritiers de Modigliani que sont
qu'est sa famille, notamment. Quand il entreprend en 1924 d'écrire un livre, il fait savoir qu'il soumettra le manuscrit à son frère et à sa mère. Voilà, il y a une espèce de probité. Je n'ai pas connu Paul Alexandre, mais j'ai bien connu deux de ses enfants, Noël Alexandre et Blaise Alexandre, qui était son fils unique et qui avait ce caractère à la fois extrêmement entier, intègre et scrupuleux. Et ce tableau, ils ne le montreront pas tout simplement parce que dans leur esprit, c'est un tableau que Modigliani a abandonné, qu'ils ont conservé, que Paul Alexandre a conservé par admiration pour l'artiste, mais qu'en même temps, il s'interdit de montrer parce qu'il suppose que ça aurait contrarié Modigliani. Il a fallu j'ai eu, il y a de longues années, même des longs échanges avec Noël Alexandre pour le convaincre de mettre ce tableau en dépôt au musée de Rouen, où il a été pendant plusieurs années, je vous disais, avant que, à son décès, la famille ne le récupère et il a été mis en vente, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement. Voilà, mais pour le persuader que voilà, l'intérêt historique du tableau dans son état d'inachèvement était finalement plus pertinent à prendre en compte que l'insatisfaction de Modigliani devant un tableau qui n'arrive pas à achever. Voilà. Bon, je ne veux pas perdre trop de temps, je vais accélérer un peu on va passer peut-être un peu, on va passer à la diapositive suivante. On voit ici une image du delta et je vais en montrer d'autres. Ce sont des images qui ont été très très souvent reproduites à la suite de la publication du livre de Noël en 1993. On y voit ce petit pavillon qui n'existe plus, qui sera démoli après 1913 et qui est remplacé aujourd'hui d'ailleurs par un immeuble beaucoup plus récent. On y voit ces espèces de fêtes qui étaient des fêtes un peu sauvages d'ailleurs, parfois pleines de fantaisie, de fougue, d'imagination organisée par Drousset, par Drouard, par plusieurs membres de ce cercle, pas par Modigliani, dont on sait par Paul Alexandre qui se tient un petit peu à l'écart euh, des, des, euh, des fiestas du Delta, mais Modigliani en même temps est la figure la plus, elle est présente dans la maison d'une façon permanente, euh, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser des problèmes auprès des autres artistes, sous la forme de tableaux que Paul et son frère Jean, sur lequel je dirai un mot dans quelques instants, ont accroché au mur. Et il y a une admiration euh, presque exclusive en fait de Paul Alexandre qu'on voit ici en turbané dans la grande photographie pour l'art de l'artiste et c'est Modigliani qui sera présent sur les murs de la maison. Modigliani n'a pas vécu dans la maison du tout, il s'est installé assez vite dans un petit hôtel de la rue Colincourt, mais il viendra y travailler, il viendra surtout y voir euh, Paul Alexandre presque quotidiennement et il y travaillera. Mais ça, j'en dirai un mot un petit peu plus loin, un peu ponctuellement. On va sauter peut-être la diapositive suivante qui est un extrait du témoignage de Paul Alexandre. Je dirais seulement un mot. Le livre Modigliani inconnu de Noël Alexandre consacre son troisième chapitre à un témoignage qui est ce témoignage que j'ai cité, mais sur lequel je voudrais dire un mot. À la fin de sa vie, probablement dans les années 50, ou peut-être même un petit peu après. Je n'ai pas réussi à avoir l'information de Noël Alexandre. Je pense un petit peu après, en fait. Euh, le, le, euh, quand Paul Alexandre souhaite léguer son témoignage sur Modigliani, mais qui se sent fatigué, qu'il estime avoir des problèmes de concentration, etc., et qui renonce finalement à se lancer dans le livre, c'est son fils Noël, qui était enseignant, qui va reprendre le flambeau et qui notamment réalise des enregistrements de son père et qui prend des notes aussi, probablement au cours de plusieurs entretiens. Et c'est ces notes qui constituent le troisième chapitre du livre de Modigliani inconnu, dont vous avez vu la couverture il y a quelques slides. Voilà.
Et donc, ce témoignage biographique est aujourd'hui quelque chose de capital. Alors, c'est un témoignage qui prend des formes très, très diverses. C'est une espèce de conversation un peu libre, qui à la fois campe le décor du Delta, parle de la relation très forte et très singulière que Paul a entretenue avec Modigliani, parle aussi de ses rapports avec d'autres artistes, ses rapports avec l'art de Picasso, qu'il ne connaît pas encore à l'époque, mais qu'il admire déjà, enfin qui ne connaît pas encore, en tout cas qui ne connaît pas quand il fait la connaissance de Paul Alexandre, semble-t-il. Ses liens avec Brancusi, c'est le docteur Alexandre qui met Brancusi en relation avec Modigliani quand il commence en particulier à s'intéresser à la sculpture. Donc ça, c'est ces mots d'Abrantes et ça fait suite à cette évocation de la première rencontre, mais ce sont enfin c'est un tableau et son verso, enfin, parce que, comme vous savez, comme on aura souvent l'occasion de le voir, euh, Modigliani, le Modigliani indigent va réemployer les toiles, les peindre sur les deux faces, etc. Mais ça, c'est un portrait de la femme nue au chapeau et qui a sur son verso un portrait de Maud Abrantès que le docteur Alexandre recueillera, hein, comme il recueille la plupart des tableaux de cette première production de Modigliani. Il apportera d'ailleurs des éléments importants. Il corrigera l'idée, par exemple, que la femme au chapeau enfin que ce tableau qu'on appelle depuis très longtemps la femme au chapeau porte un chapeau, et pour lui, c'était véritablement une espèce de tâche que l'artiste avait rajoutée après la séance de pause et qui ne correspondait pas du tout à un chapeau, mais qui était véritablement une volonté de créer une espèce de forme contrastant avec le visage. Et puis ces images reproduites dans Modigliani Inconnu, très fréquemment reproduites parce que, encore une fois, on voit que Modigliani, dont on n'a aucune photo au delta, hein, il n'y a aucune photo qui le représente au delta, mais par contre on voit ses œuvres un peu partout. On a vu l'esquisse pour le joueur de violoncelle dans la photo précédente, et ici on voit le nu dolent et le portrait de la jeune femme de profil qui est un tableau probablement réalisé par Modigliani avant sa rencontre avec le docteur Alexandre, mais qui lui dédicace par la suite. Voilà, autre photo du Delta où on voit toute la bande, et j'ai reproduit simplement une image de la Juive qu'on aperçoit à gauche de cette vitrée. Et on va passer à la suivante pour évoquer une figure qui est capitale, même si elle est un peu sortie des radars en quelque sorte de l'histoire de l'art, parce que le personnage, le modèle de ce tableau est mort très jeune. C'est Paul, non, c'est Jean, excusez-moi, que j'appelle. C'est Jean, qui était le jeune frère de Paul Alexandre, qui rejoint le Delta, désireux voilà, de participer à toute cette vie sociale du Delta, et qui tombe très très vite qui est très sensible lui aussi à la personnalité de Modigliani, et qui va être très très proche du peintre. Il est en particulier au cours de l'année 1909, où leurs relations s'intensifient encore quand Paul Alexandre fait un séjour à Vienne pour un séjour professionnel, compléter sa formation de dermatologue, et il demande à Jean de s'occuper de l'artiste, qui est à l'époque encore dans une situation très difficile. Il lui demande en particulier de veiller à ce qu'il expose au Salon des Indépendances, qui ne marchera pas. Il l'exposera finalement au Salon d'automne grâce à Paul. Et Jean fournit à son frère Paul, dans une série de lettres très très belles et complètes et intéressantes, plein d'informations sur la situation de Modigliani à cette époque-là. Il lui parle beaucoup du tableau qu'on va voir dans la diapositive suivante, et qui est le tableau L'Amazone, qui représente une amie de Jean, peut-être sa bonne amie, ça je ne sais pas. Une femme que Noël Alexandre identifie comme la baronne de Haas de Villers, et je veux dire que j'avais cherché un jour à trouver des éléments sur cette personne et sur sa famille, et je dois dire, je n'ai rien trouvé. Donc, je me demande si le nom, si voilà, si c'était un nom de guerre ou pas. Euh,
en tout cas, c'était une amie et voisine de Jean et des familles Alexandre dans le 16e arrondissement. Et elle commence à travailler elle commence à poser dans le petit atelier de la rue de Colincourt. Et puis, l'atelier étant trop encombré, Jean transporte Modigliani, le tableau et le modèle au Delta. Modigliani va achever cette peinture en 1909, qui sera refusée par le modèle, puisque, comme vous le savez pour beaucoup, elle est une cavalière émérite. Elle s'était présentée en veste de chasse rouge, et Modigliani, fâché, enfin sans doute un peu agacé, et puis surtout ne tolérant pas que des considérations plastiques puissent s'effacer devant les exigences d'un modèle, efface le rouge et le remplace par cette jaquette jaune, ce qui vaudra au tableau d'être refusé. Le tableau sera acheté par Paul à son retour de Vienne peu de temps après. Alors, je montre, parce que c'est une chose très très importante, mais sur laquelle je reviendrai peut-être un peu plus longuement demain, l'importance du dessin. Et ça, c'est une des choses absolument capitales que nous apprend la collection, la collection Paul-Alexandre, collection qui était encore à peu près intègre, ou en tout cas pour une grande partie intègre au début des années 90, mais qui est aujourd'hui très très largement dispersée, qui est immédiatement après la publication du livre Modigliani inconnu, ou en tout cas qui commence à l'être. Ça s'accélère beaucoup à partir de cette époque-là. Paul-Alexandre a recueilli pour tous les tableaux et pour les projets sculpturaux d'avant la guerre, pour presque tous les tableaux, en tout cas pour beaucoup de tableaux, des ensembles de dessins préparatoires qui montrent l'extrême importance du dessin à cette époque-là. Je vais passer plus rapidement sur la suite. Ce que je voudrais dire, je veux peut-être qu'on aille à la dernière diapo du PowerPoint. Et je reviendrai sur la question des dessins demain. Vous allez voir défiler pas mal de tableaux, notamment plusieurs portraits de Paul-Alexandre qui ont appartenu à Paul-Alexandre parmi les plus célèbres. Vous verrez aussi, j'ai l'impression qu'on remonte, non? Enfin bon, bref, pour conclure, ce que la collection Alexandre apporte dans le domaine du dessin, et ça je crois que c'est quand même important, et que le portrait de Paul que nous conservons, qui date de 1913, montre de façon très éloquente, c'est finalement la grande cohérence des recherches de Modigliani dans des domaines qui peuvent paraître en apparence très éloignés les uns des autres, et en particulier, je pense à la question de la sculpture, qui tourne beaucoup autour de la problématique, autour du motif du masque et autour du motif de la cariatide, avec des liens très évidents sur lesquels certains intervenants ont eu l'occasion d'insister, sur le lien avec la sculpture africaine et khmer notamment. Mais ce qui est très très frappant dans ce travail de Modigliani, c'est qu'il y a une espèce de fusion qui s'opère à ce moment-là entre le masque et le visage du modèle, sans que ne soit sacrifiée la question de la ressemblance, qui reste pour Modigliani très très importante. Vous voyez à travers ces deux dessins et le tableau d'évidentes continuité formelle, enfin une évidente continuité formelle, la question du chapiteau en quelque sorte qui vient couronner la tête de Paul-Alexandre prolonge ce qu'on trouve dans le dessin central. Et ce qui est tout à fait singulier, c'est qu'en même temps, tous ces portraits de Paul sont d'une extraordinaire densité d'incarnation. Quand on regarde les photographies de Paul-Alexandre, on voit bien que voilà, il y a quelque chose de très, il y a une extraordinaire présence de la personnalité dans le portrait, et ce que la collection Alexandre, ce que la collection Alexandre, pardon,
montre de façon très éloquente, c'est la cohérence de tout ça. Voilà. Je suis désolé si j'ai été un peu long et je m'arrête là et je réévoquerai peut-être certaines problématiques autour du dessin demain matin.